Les membres des partis de l'opposition politique burkinabé ont rendu une visite au chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, ce jeudi. Et puis le gouvernement prend une ferme décision, celle de sécuriser les classes dans le nord du pays. Le syndicat des travailleurs de l'action sociale a entamé une grève de 96 heures depuis hier mercredi. L'actualité internationale est marquée ce jour par une probable rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen. Bonsoir, bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par les échos de Kosiam, carnet d'audience très chargé pour le président du Faso ce jeudi. 15 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina Faso ont remis leur lettre de créance ce matin au chef de l'État. 10 ont été reçus en fin de matinée et 5 autres dans l'après-midi. Suivez le film des audiences avec Moïse Kinda. La première personnalité à être reçue par le président du Faso est Ahmed Hassim Arar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie auprès du Burkina Faso, avec résidence à Ouagadougou. Né le 9 novembre 1955 à Istanbul, il a occupé le poste d'ambassadeur de son pays auprès de la Mongolie entre 2008 et 2015. La deuxième personnalité est Ole Andrea Ledeman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali. Diplômé de l'université de Tromsø en Norvège en sciences politiques et celle d'Oslo en études russes, l'ambassadeur présenté est polyglotte et comprend l'anglais, le français et le russe. Il est marié et père de 3 enfants. La troisième personnalité est Miguel Gomez de Aranda Villan, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne auprès du Burkina Faso avec résidence à Bamako au Mali. Né en 1957, l'ambassadeur présenté est titulaire d'une licence en droit. Occupant actuellement le poste d'ambassadeur de son pays auprès de la République du Mali, M. Miguel Gomez de Aranda Villan a occupé plusieurs fonctions au sein du ministère espagnol en charge des affaires étrangères ainsi que les missions diplomatiques et consulaires de son pays. Quatrième diplomate est Mme Nicole Biner, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-Duché de Luxembourg auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Elle est titulaire d'un diplôme de 3e cycle en gestion de l'Université de Bangkok en Thaïlande en 1994. Mme Nicole est née le 22 avril 1970 à Pétange en Luxembourg. Elle a une riche expérience dans le domaine de la diplomatie qu'elle a intégrée depuis 1995. Elle occupe actuellement le poste d'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Dakar au Sénégal. La 5e personnalité est Mme Elena Etefoa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie auprès du Burkina Faso avec résidence à Dakar au Sénégal. Elle est diplômée de la faculté d'histoire et de philosophie de l'université de Bucarest en 1980. Mme Etefoa obtient son doctorat en philosophie dans la même université en 2005. 6e personnalité est Peter Olasek, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République slovaque auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja au Nigeria. Né le 14 octobre 1953 en République de Slovaquie, M. Peter Olasek est marié et père d'une fille. 7e diplomate est Nelson Ochezer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Ouganda auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja au Nigeria. Il est titulaire d'un master en management des affaires. L'ambassadeur pressenti occupe actuellement le poste d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de son pays auprès de la République fédérale du Nigeria depuis août 2017. Après avoir occupé le poste de chargé des affaires depuis 2015. 8e personnalité est Eli Bentura, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire. Polyglotte,
Le docteur Bentura comprend et parle l'hébreu, l'anglais, le français et l'espagnol. Il est marié et père de 3 enfants. La 9e personnalité est Stefano Lo Savio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République italienne auprès du Burkina Faso avec résidence à Abidjan, Côte d'Ivoire. Au cours de sa carrière de diplomate, débutée en 1996, l'ambassadeur pressenti a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des missions diplomatiques de son pays à l'extérieur. Il s'agit notamment du poste du conseiller et chef de mission adjoint auprès de l'ambassade d'Italie à Athènes, du premier secrétaire commercial de l'ambassade de son pays à Paris en 2006 et deuxième secrétaire de l'ambassade d'Italie à Alger en 2002. Il est chevalier de l'ordre de mérite de la République italienne. Le dernier des diplomates a été reçu en fin de matinée de ce 19 avril 2018. Est Tambiraja Ravantira, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique socialiste de Sri Lanka auprès du Burkina Faso avec résidence à Abuja au Nigeria. Né le 17 août 1960, M. Ravantira occupe actuellement le poste d'ambassadeur de son pays auprès de la République fédérale du Nigeria avant cette fonction. Il a servi de 2011 à 2013 comme ambassadeur de son pays auprès du Kenya. Marié et père de 2 enfants, M. Ravantira a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1992 après sa licence en lettres. Il a occupé des postes de premier secrétaire et de ministre conseiller dans les missions diplomatiques de son pays, basé à Islamabad au Pakistan. Toujours à Kossiam, sur invitation du président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré, le chef de file de l'opposition a été reçu en audience pour parler des questions relevant de la vie de la nation. Il s'agit de la nouvelle constitution du pays et du vote des Burkinabés de l'étranger. Zéphérin Diabré, chef de file de l'opposition, à sa sortie d'audience, est au micro de Moïse Kinda. C'est d'abord l'occasion pour nous d'apprécier cette invitation du président du Faso qui s'inscrit en droite ligne des recommandations du reste de notre constitution et de nos manières de faire démocratiques et qui consiste à dire que chaque fois que de besoin, le président du Faso peut consulter le chef de l'opposition, soit tout seul, soit avec donc, les autres membres donc, de l'opposition. Bon, du reste, cela fait quelque temps que ce genre d'entretien n'a pas eu lieu. Et nous apprécions donc qu'au regard des questions qui étaient posées, le président du Faso nous a invités pour cela. Aujourd'hui, pour aller droit au but, de 2 questions importantes qui étaient au milieu de nos échanges. La première a trait à la nouvelle constitution qui, comme vous le savez, a été le fruit d'une commission consensuelle mise en place et dont les résultats ont été transmis au président du Faso. Et la deuxième question a trait au vote des Burkinabés de l'étranger. En tant qu'opposition politique, c'est qu'il faut finir définitivement avec les faux rendez-vous. Et qu'en 2020, il faut que les Burkinabés qui sont à l'étranger puissent voter et exprimer donc leur devoir civique. Alors, bien entendu, sur cette question aussi, il y a un certain nombre de questions pratiques qu'il faut examiner, analyser, sous-peser et auxquelles il faut trouver des solutions. Et sur lesquelles nous allons donc aussi continuer donc nos échanges. Voilà donc les 2 questions importantes qui étaient au menu donc de nos échanges, pour lesquelles nous avons échangé ce matin et pour lesquelles, sans aucun doute, dans les semaines à venir, il sera encore possible aux 2 parties de se rencontrer pour continuer à avancer vers la recherche de solutions pratiques qui permettraient un peu de faire en sorte que cette constitution donc, que nous avons tous voulu donc, soit adoptée et effective et que donc aussi le vote des Burkinabés de l'étranger devienne une réalité en 2020. Je vous remercie. Et puis parlons un peu charité dans cette édition, un don d'une valeur de 70 millions de francs CFA. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a offert au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo hier mercredi. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde nous en disent plus.
Le président de l'Assemblée nationale est dans une démarche de bienfaiteur. Ce matin, c'est le centre hospitalier Yalgado Ouedraogo qui a reçu la visite du Père Noël. Le président de l'Assemblée n'est pas allé les mains vides et il nous livre sa motivation. L'hôpital national Yalgado Ouedraogo, c'est l'hôpital de référence. Et nous avons estimé au niveau de l'Assemblée, vu les problèmes que rencontre Yalgado, si nous pouvions en tout cas faire un geste de façon à soulager les malades. En tout cas, nous allons déployer tous les moyens pour le faire. Et c'est dans le cadre d'une coopération que nous avons pu obtenir le matériel. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à Yalgado. Ce qui veut dire que, Dieu faisant les choses, si nous recevons encore du matériel, nous allons penser aux autres hôpitaux naturellement. Donc je pense que Yalgado ne sera pas la dernière, si Dieu le veut. Le matériel est d'une valeur de 70 millions. Le directeur général nous détaille le contenu. En termes de détails, il y a une cinquantaine d'items en matériel comme en consommable. Les consommables, c'est les cartons que vous voyez derrière nous. Le matériel, c'est tout ce qui est matériel de literie, des négatoscopes et beaucoup d'autres matériels biomédicaux qu'on ne peut pas citer entièrement. Sinon, c'est beaucoup de choses qui sont utiles pour l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Le premier responsable du CHU promet une bonne utilisation du don. C'est vraiment un geste du cœur que nous avons accueilli avec le cœur. Et ce matériel ira directement dans les services cliniques et médico-techniques pour que les patients puissent en bénéficier. Voilà. Tout le personnel se réjouit de ce geste aussi noble et demande à Dieu de bénir le donateur. Parlons à présent éducation et sécurité. 216 établissements, dont 60 au nord et 156 dans la région du Sahel, ont été fermés. Au vu de ce constat, le gouvernement utilise un ton ferme, celui de la sécurisation des classes. Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djigimde pour le reportage. Suite à la fermeture des écoles au Sahel, due à l'enlèvement de l'enseignant et de l'assassinat de l'élève de la classe de CM2, un conseil de cabinet s'est tenu à la primature en ce jour 19 avril 2018. Le premier responsable salue la famille de la victime. Je voudrais d'abord profiter donc de cette occasion pour traduire donc à la famille donc de Sana Sakinatu, qui est élève de CM2 de Bouro, donc qui a été assassiné, et dire que nous sommes très peinés et concernés par ce qui se passe et apporter notre compassion à la famille, mais aussi à la famille donc de notre collègue donc Issou Souabo qui a été enlevé et pour lequel donc des instructions ont été données par son excellent monsieur le Premier ministre au ministre de la Défense et de la Sécurité pour que les opérations soient davantage renforcées pour le retrouver et le ramener donc sain et sauf dans sa famille. Le temps est ferme. Renforcer la sécurité au grand bonheur des enseignants. L'urgence est là, dixit Stanislas Ouarou. Les examens s'annoncent à grands pas et il faut vite reprendre le chemin des classes pour les dernières révisions. Du côté des enseignants et aussi des élèves, c'est la psychose et le ministre ne me dira pas le contraire. Le traumatisme n'est pas seulement au niveau des élèves, mais il est aussi au niveau des enseignants. Vous savez, quand des personnes, des hommes armés non identifiés arrivent dans une école, sortent des collègues en leur demandant de ne plus enseigner ou de partir, vous voyez que ça crée aussi un traumatisme. Donc, dans cette région de notre pays, il y a des élèves qui sont traumatisés, il y a des enseignants qui sont traumatisés, il y a des fonctionnaires qui sont traumatisés. Des instructions aussi ont été données dans ce sens au ministre donc, en charge au ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour que très rapidement elle puisse donc mettre en œuvre donc, des actions de prise en charge donc, aussi bien des élèves, des enseignants et des fonctionnaires qui sont donc, dans ces zones-là et qui ont besoin d'une prise en charge psychologique. Il faut noter que juste avant l'incident produit à Bouro, 216 établissements ont été fermés, dont 60 dans la région du Nord et le reste dans la région du Sahel. Et puis un atelier national de validation de l'avant-projet de loi d'internalisation du traité sur le commerce des armes a été ouvert hier à Ouagadougou. 2 jours durant, les participants se sont penchés sur les projets de décret portant sur la liste de contrôle, de courtage, de transit et de transbordement des armes au Burkina Faso. Suivez la cérémonie d'ouverture avec Moïse Kinda.
Ils sont venus de l'état-major général des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de la douane, des eaux et forêts, de la sécurité pénitentiaire et des représentants de chaque ministère pour prendre part à cet atelier de 2 jours de validation de l'avant-projet de loi d'internalisation du traité sur le commerce des armes. Il faut dire que déjà, tout ce qui est dans le préambule, il y a la transparence qu'on demande dans l'importation des armes. En plus de la transparence, il faut que nous ayons une liste nationale de contrôle. C'est-à-dire que la liste nationale de contrôle nous permet, nous les techniciens, de voir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et c'est dans ce sens-là que nous avons fait notre liste nationale que nous allons pouvoir soumettre aux éléments. Et dans cette optique aussi, il y a ce qu'on appelle le transport. Vous savez que les armes ne viennent pas à pied. Il y aura aussi ce qu'on appelle le transit. Le transit, c'est quoi? Le fait que l'arme, une fois que ça a quitté le pays où ça a été fabriqué, doit transiter par un certain nombre de pays avant d'atteindre le destinataire. Ce que je peux vous dire par rapport à ces projets de loi, il y a beaucoup de choses qui sont... Ce que nous avons prévu aussi, c'est les sanctions. Parce que tout ce qui n'est pas conforme à la loi sera sanctionné. Donc il y aura des infractions qui vont être étudiées. Vous savez que dans notre code pénal, il n'y a que 5 ou 6 articles qui sont consacrés aux armes. Maintenant, avec le traité, les infractions, on nous fera la différence entre les armes de guerre et les armes civiles. Parce que... Ce document est le résultat d'un long processus élaboré par des acteurs et experts venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. La question des armes est une question qui est essentiellement prioritaire parce que sans armes, on n'aura pas de problème de sécurité, on n'aura pas de problème de terrorisme. Donc aujourd'hui, il est vraiment important que ce traité qui existe au niveau des Nations Unies puisse être introduit dans notre corpus juridique national et va permettre aux acteurs de pouvoir disposer d'outils plus importants pour contrôler ce trafic des armes qui crée beaucoup de dommages dans notre sous-région. D'abord, il y a le fait de pouvoir se conformer aux traités internationaux, ça c'est d'un. Deuxièmement, c'est permettre d'avoir des outils nécessaires pour lutter au plan de vue de tout ce qui concerne le transport, le transit, l'importation ou l'exportation des armes. L'ASIO que dirige le colonel-major Zerbo fait déjà un important travail dans ce domaine-là. Et ça va leur permettre d'avoir d'autres instruments qui vont leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Cet atelier de validation est le dernier acte avant la proposition du document pour examen en Conseil des ministres. Comme précédemment annoncé dans nos éditions antérieures, le sitting de 96 heures du syndicat des travailleurs de l'action sociale est effectif depuis hier mercredi à l'immeuble Banguin. Une de nos équipes a fait le constat. Suivez le reportage de Dieudonné Koumsaga et Yasmina Djiginde. En ce jour 18 avril 2018 à l'immeuble Baoguin, les travailleurs de l'action sociale ont observé un sit-in qui va durer 96 heures et ce n'est pas le secrétaire général du SYNTAS qui nous dira le contraire. Effectivement, nous sommes en sit-in ce matin et on ira jusqu'à midi. Et demain également, on se retrouve encore ici de 8h à midi. C'est pour protester contre le silence meurtrier qui est opposé à nos revendications que nous avons posées depuis un certain temps et qui ne connaissent pas encore un examen sérieux. Alors nous avons initié ce sit-in pour porter davantage la voix, mobiliser les travailleurs autour de ces préoccupations que du reste l'autorité elle-même a reconnues légitimes et justes. Et en tant que tel, s'il y a encore un silence qui est opposé à des revendications qui sont reconnues légitimes, justes, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir élever le ton pour ouvrir les oreilles de cette autorité qui est restée sourde et muette face à ces revendications. Face au manque criard en termes de moyens logistiques qui handicapent le bon fonctionnement des services, le SYNTAS bande les muscles et n'entend pas s'arrêter tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Mais à l'heure où nous parlons, nous, on n'a pas encore entendu quoi que ce soit qui vienne de la part de l'autorité sur cette question. Et donc, comme nous avons déjà été suffisamment dribblés sur la question,
nous n'entendons pas cette fois-ci qu'on prenne encore plus de temps avec ce dossier. Voilà un peu ce qui nous motive ce matin à nous retrouver en sit-in pour porter notre voix et monter le niveau de notre protestation. Il faut noter que ce sit-in de 96 heures se tiendra tous les jours de 7h à 12h à l'immeuble Baoguin. L'actualité à l'étranger à présent, une visite secrète en Corée du Nord. Le directeur des services de renseignement des États-Unis l'a effectuée afin de préparer la rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen. Suivez l'élément. Le directeur de la CIA, Mike Pompeo, s'est rendu en Corée du Nord pendant le week-end de Pâques. Une visite secrète révélée par le Washington Post pour préparer la rencontre qui doit avoir lieu entre Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Une rencontre qui devrait avoir lieu, je cite, probablement début juin si tout se passe bien, selon les mots du président américain qui confirme la tenue de discussions à très haut niveau avec Pyongyang. Le 27 avril prochain, Kim Jong-un rencontrera le président sud-coréen Moon Jae-in pour un tête-à-tête historique. Donald Trump espère que les deux Corées signeront à cette occasion un traité de paix. Et puis la science avance, la NASA lance un télescope pour découvrir de nouvelles planètes pouvant accueillir la vie humaine. 3, 2, 1. La NASA passe à la vitesse supérieure dans sa quête de vie extraterrestre. Dans son viseur, les exoplanètes, soit les planètes hors du système solaire. Tess a décollé mercredi de Cap Canaveral en Floride à 18h51 heure locale. Le télescope, de la taille d'une machine à laver, est censé scanner les étoiles et surtout leurs orbites pour voir s'il pourrait accueillir la vie humaine. Une grosse part de notre mission est de rendre possible de futures explorations en établissant une immense base de données pour savoir où se trouvent ces exoplanètes, les plus proches et les plus brillantes, pour les observer. Notre espoir est d'identifier les planètes capables d'abriter la vie en dehors du système solaire. Comme Kepler, premier télescope du genre lancé en 2009 par la NASA, TESS pourrait découvrir 20 000 exoplanètes, dont une cinquantaine de la taille de la Terre, et près de 500 qui seraient 2 fois plus grandes. Ces découvertes seront ensuite étudiées par des télescopes terrestres et spatiaux qui chercheront des signes d'habitabilité, comme un terrain rocheux, une taille comparable à celle de la Terre et une température permettant l'existence de liquide. La mission Kepler a déjà permis de découvrir 2300 exoplanètes, confirmées par d'autres télescopes. Cet élément nous ramène au chapitre 1 du livre de la Genèse où Dieu créa le ciel, la terre, l'univers et tout ce qu'il renferme, l'homme et son souffle de vie y compris. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur les chaînes du canal Vimkwera.